Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinos Télévision. À la une de ce journal, le décès d'un jeune met le feu aux poudres à Banjoun dans la région de l'Ouest. Eric Tagouo est mort des suites de torture de la police, explique la famille. Le défunt a été victime d'un malaise après son arrestation selon les autorités. Dans cette confusion, les populations ont mené un sitting devant le commissariat exigeant des comptes aux responsables de l'unité de police, suscitant de vives tensions. Reportage dans le 20h. Le bateau Cameroun n'a-t-il plus de capitaine ? En l'espace de moins d'une semaine, deux pôles de décision sèment la confusion sur le terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Après le secrétaire général de la présidence qui adoubait la société transatlantique en fin de semaine dernière, le Premier ministre instruit la poursuite des activités de la SGS. En jeu, le juteux marché du scanning des marchandises sur la place portuaire. Une confusion dans le silence total du président de la République. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Un homme est décédé dans des circonstances troubles à Banjoun, dans le département du Konki. Interpellé aux environs de 2 h du matin, il a été retrouvé mort peu après et son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de district de Dja. Tandis que les éléments du commissariat de sécurité publique de Banjoun qui l'ont interpellé évoquent un malaise, la famille avance la thèse d'actes de torture ayant conduit au drame. Face à la colère des populations qui ont assiégé le commissariat, les autorités locales ont assuré qu'une enquête transparente a été ouverte afin de mettre la lumière sur ce décès. Plus de détails dans ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfak. L'esplanade de l'hôtel de police de Banjoun envahie par une foule ulcérée après le décès dans des circonstances troubles d'un habitant de la localité. Eric Taboué, le défunt, et son frère Cédric Talom ont été sortis manu militari de leur domicile familial autour de 2 h par des éléments du commissariat de sécurité publique de Banjoun. Ils ont toqué la maison de la mère. La maman a répondu et le jeune homme qui était avec eux menotté a dit qu'il était là avec la police. Moi, quand je suis sorti, je me suis dit que c'était peut-être des braqueurs qui utilisaient le nom de la police pour entrer vite à la maison. Après quelques minutes de réflexion, ils décident d'ouvrir la porte à ces étranges visiteurs. Ils se sont dirigés dans la chambre là où il y avait mon grand frère et mon cousin. Ils ont menotté l'un sur l'autre. Quand je suis arrivé, il y avait un policier qui débranchait la bouteille à gaz sur le tuyau. Ils ont porté pour sortir avec. Dans le salon, il y avait 2 motos. La moto de mon grand frère proprement dit et la moto de mon petit frère. Ils ont demandé les clés de la moto de mon petit frère, il leur a remis. Ils ont porté la moto du grand frère. Puisqu'ils n'ont pas pu démarrer, ils sont partis. Aux premières heures de la matinée, les autres membres de la famille se précipitent au commissariat pour comprendre les motifs de la perquisition et de ces interpellations. Nous sommes arrivés, c'était encore très tôt, on nous a demandé d'attendre dehors. On a attendu et après on a appelé mon petit frère. Au début, nous on a cru qu'on l'appelait pour qu'il vienne montrer les papiers de sa moto pour récupérer la moto. Quand il est arrivé à l'intérieur, il a entendu un flet. Quand les gens la causaient entre eux, je veux dire les policiers, une personne a dit l'un des 2 frères est décédé. Mon petit frère est venu m'appeler et au moment qu'il venait m'appeler, mon grand frère est venu avec son ami, avec la voiture qui est derrière moi là. Nous sommes donc entrés avec précipitation. Arrivé à l'accueil, on a demandé le nom des 2 qu'on avait arrêtés. J'ai donné le nom, on a dit celui qui avait le poignet bandé est à l'intérieur, mais l'autre a eu un malaise, il est à l'hôpital de Ndia. Nous avons couru vers l'hôpital de Ndia. Arrivé à l'hôpital, on a constaté que le corps était déjà posé au salon de la morgue. La thèse d'un malaise avancé par la police ne leur convainc pas, au regard des traces de torture partout sur la dépouille, mais aussi d'une information obtenue à l'hôpital de district de Ndja. Quand le directeur de l'hôpital est arrivé, il s'est adressé au morguier pour demander les papiers du corps. On a constaté que le corps n'était pas enregistré. Quand j'ai pris le renseignement auprès du directeur de l'hôpital, il m'a fait comprendre qu'il y a des policiers qui sont venus déposer un homme blessé à la chirurgie. Mais apparemment, il était décédé avant qu'il arrive sur place. La nouvelle et surtout les circonstances du décès de cet homme âgé d'environ 40 ans, reconnu dans la localité comme mécanicien, a provoqué le courroux des populations de Banjoun qui ont massivement assiégé le commissariat pour réclamer justice. La tension qui prenait de l'intensité a été tempérée par le délégué régional de la Sûreté nationale pour l'Ouest ainsi que des autres autorités locales. Descendus sur le terrain,
Elles ont rassuré de la transparence autour de l'enquête ouverte pour faire toute la lumière sur ce décès. Elles ont pu convaincre les manifestants à enlever la dépouille qu'ils avaient décidé d'abandonner au commissariat de police à ceux qu'ils considéraient comme les bourreaux de leurs frères. Triste sort pour 2 nourrissons à Bamenda, âgés de 3 et 2 mois. Ils sont à la prison de cette ville aux côtés de leur mère, soupçonnés de liens avec les combattants séparatistes impliqués dans l'enlèvement et l'assassinat d'un gendarme en Ndop. Qualifiant cette situation d'injustifiable, les organisations de la société civile exigent leur libération. Cette déclaration a été faite à l'issue d'un conclave tenu à Bafoussam. Les détails avec Robert Kenyé et Viens-Ton-Fac. Réunis à Bafoussam dans le cadre d'un atelier de renforcement de leurs capacités sur la surveillance, la documentation et le rapportage des violations des droits de l'homme, 30 organisations de la société civile dans une déclaration appellent à la libération de Laetitia et Serra, 2 bébés âgés de 3 et de 2 mois, actuellement incarcérés à la prison centrale de Bamenda. Aucune raison ne justifierait qu'on puisse aujourd'hui dire qu'un enfant a pour domicile la prison. L'enfant ne peut pas avoir commis un délit ni un crime. Le triste sort de ces bébés est intimement lié à celui de leur maman, identifiée comme proche de combattants séparatistes, ayant ôté la vie de manière barbare à un gendarme en Ndop dans la région du Nord-Ouest, un des épicentres de la crise anglophone. Ce qui se passe, c'est que le 24 juin 2025, très tôt le matin, les séparatistes ont intercepté plusieurs véhicules. Ils ont extorqué l'argent comme ils font d'habitude et ils ont aussi kidnappé 15 personnes. Dès qu'ils arrivent en bourse, ils constatent que parmi ces 15 personnes, il y avait un membre des gendarmes qui était dans les voitures. Et ils ont libéré les autres après l'avoir payé un rançon. Et les gendarmes, ils ont refusé de laisser les gendarmes. Et c'est le même jour que le préfet était notifié de cette situation. Le préfet a procédé une fois d'aller arrêter ses frères, ses sœurs et sa mère. Et l'a amené à la gendarmerie brigade Ndop. Et après, le préfet même a engagé certains prêtres en Ndop, à l'église catholique, pour essayer de négocier avec eux, pour voir s'ils pouvaient négocier avec les séparatistes pour qu'on laisse les gendarmes avant qu'on laisse ces bébés et les mamans. Et les séparatistes ont plus flou exécuté ces gendarmes. La démarche des autorités qui cadre avec la loi du talion est, selon des défenseurs des droits humains, une solution inappropriée à la crise qui, depuis 2016, a déjà fait des milliers de morts dans les 2 régions anglophones du Cameroun. La répression, tout azimut, ne peut créer que le cercle vicieux de vengeance, vengeance et vengeance. Vous allez tuer un gendarme, les gendarmes vont tuer 10 civils, les civils vont aller tuer 10 gendarmes, et ainsi de suite. Ce cercle vicieux n'a plus sa raison d'être. Il faut que le gouvernement de Yaoundé, notamment le régime de M. Biakol, prenne conscience du fait que le modèle de résolution de ce conflit qui a été mis en place depuis 2016, ce modèle-là n'est pas opérationnel. En plus des bébés Laetitia et Serra, ces organisations de la société civile appellent également à la libération des prisonniers politiques au Cameroun. Interpellé à Tchang lors des manifestations post-électorales alors qu'il accompagnait son père en partance pour un voyage, un jeune homme demeure en détention malgré les démarches entreprises pour sa libération. Pilier de sa famille, son absence fragilise profondément l'équilibre familial. Le reportage de Robert Kenyé et Leclerc Tchakem. L'air perdu, Papa Pouelmo Gaston, document en main, arpente les ruelles du quartier Oussatson où loge sa petite famille. Pour la énième fois, il se rend ce matin à la prison principale de Bafoussam où est incarcéré son fils depuis 4 mois. Interpellé à la suite des manifestations post-électorales, l'homme marque un temps d'arrêt devant la boutique de son fils resté fermé. Le cauchemar de ce père de famille commence le soir du 15 octobre 2025. Je devais voyager à Douala, juste à 21h30, que le patron de Trésor m'appelle pour me dire que le véhicule est en train de partir. J'étais obligé d'appeler mon fils qui vient m'accompagner avec le fils de mon ami pour qu'on voyage. Oh, nous n'avions pas admiré qu'il y avait un problème dehors. Juste au rond-point, j'ai trouvé le colonel qui nous a stoppés et je lui ai expliqué qu'il y avait le billet pour voyager à 22h. Il m'a donc demandé, je lui ai montré le billet, il nous a dit de passer
descendre vers le carrefour Fongoutinde. C'est là-bas que j'ai trouvé qu'il y avait encore 2 gendarmes qui nous ont interpellés. Je lui ai donc dit que j'ai rencontré le colonel et le colonel nous a dit de rentrer. Il a enlevé la clé de la moto de mon fils qui ronflait et a dit que mon frère était un clando moto, c'est pour ça qu'il nous a laissés à 2 et a ramené mon fils. Malgré les preuves de son innocence présentées par Papa Puelmo, l'affaire n'a pas bougé d'un pouce. Je suis arrivé à Bafoussam, je suis allé même vers le procureur. Il a même vérifié les billets et tout ça. J'ai aussi présenté les impôts qu'il paye, son droit de bail, l'acte de contributeur et tout d'autres dossiers qui conforment au commerce. Il a même entrepris une démarche auprès des autorités, toujours sans suite. Sa femme, terrassée par le chagrin, présente son fils comme un jeune homme calme qui est surtout le bras séculier de la famille. C'était une surprise pour moi vraiment parce que c'est un enfant qui ne dérange pas, qui a toujours pour moi mon bras droit. C'est lui qui nous fait tout. Parce qu'il avait une boutique qui nous rationnait, moi et sa femme et ses enfants. Elle implore les autorités à se pencher sur le cas de son fils. Puelmo, prince Dimitri, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas eu la chance d'entendre les cris de son fils venu au monde alors qu'il est entre les 4 murs de la prison principale de Bafoussam. Ils sont 28 au total interpellés à Tchon après la manifestation post-électorale du 15 octobre 2025. Située dans le département du Faro et Déo, dans la région de l'Adamawa, la localité de Galimtinière suscite de vives inquiétudes. Après l'incendie ayant coûté la vie au sous-préfet, à son épouse et à leurs 3 enfants, la résidence du commandant de brigade de cette localité a été entièrement détruite par les flammes. Des sources évoquent une possible main criminelle. Jean-Blaise Noupé, Kemazumatida Osomba et Pascal Tanki. Les images sont saisissantes. Un immense brasier, des flammes qui dévorent la toiture et un épais nuage de fumée visible à des centaines de mètres. Il est environ 15 h ce jeudi 29 janvier, lorsque sous les yeux médusés des riverains, la résidence de fonction du commandant de la brigade de gendarmerie de Galimtinière s'embrase. En quelques heures, la maison du symbole de l'autorité locale est entièrement ravagée par les flammes. Selon des témoins, le feu serait parti de la toiture alors que l'officier se trouvait encore à l'intérieur de la maison. Il parvient à s'échapper de justesse. Dans la panique, des habitants tentent alors de sauver ce qui peut l'être. Quelques meubles, des chaises et même le véhicule de service, éloigné des flammes par des personnes de bonne volonté. Mais face à l'intensité du feu et à la fumée étouffante, les manœuvres restent limitées. L'incendie enfin maîtrisé, il ne reste plus rien. 5 jours plus tôt, la même localité était déjà plongée dans l'horreur. Le sous-préfet de Galimtinière, Patrice Joël Nariki, son épouse et 3 de leurs enfants périssaient dans l'incendie de leur résidence. Un drame au lourd bilan humain, encore entouré de zones d'ombre. 2 incendies, 2 symboles de l'autorité de l'État frappés coup sur coup. Coïncidence ou acte ciblé, les interrogations se multiplient. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. Une équipe mixte de la gendarmerie et de la police a été déployée, la sécurité est renforcée et une enquête approfondie est ouverte. À Galimtinière, la peur s'installe et une question hante désormais les esprits. La localité est-elle devenue une zone à haut risque pour les autorités ? À la suite du massacre de Guidado survenu le 14 janvier dernier, au cours duquel 14 personnes ont perdu la vie, les autorités de l'arrondissement de Ndou ont pris l'initiative d'organiser une rencontre de dialogue entre les différentes communautés locales. L'objectif est de rétablir la paix entre les populations Wiboum et Mbororo et de mettre fin aux tensions qui ont longtemps affecté cette localité. Le compte rendu de Kenfak Orlando, Théophile Tunke et Estelle Gondi. La paix, c'est le seul objectif qui a rassemblé les populations de l'arrondissement de Ndou dans la région du nord-ouest Cameroun tout récemment. Après le massacre de Guidado survenu le 14 janvier 2026 et marqué par la mort de 14 personnes, des maisons incendiées et du bétail abattu, autorités administratives, leaders religieux et traditionnels ont décidé de briser le silence et d'ouvrir la voie au dialogue. À la mairie de Ndou, Wiboum et Mbororo se sont retrouvés avec un message clair, faire taire les armes et restaurer la coexistence pacifique entre les 2 communautés. Les Wiboum et les Bororo se sont mis ensemble aujourd'hui comme un seul homme. C'était vraiment à féliciter.
Ceci montre la détermination pour en arriver à la paix et à l'harmonie. Il y a une rumeur selon laquelle les Bororo viennent combattre les Wibom et que les Wibom veulent combattre les Bororo, alors qu'aucun Wibom n'est contre aucun Bororo et inversement. Nous avons eu la dernière réunion en Kambé. Les Fon et les Ado y étaient ensemble comme un seul homme. Le maire de Ndo, quant à lui, a insisté sur le rôle central du dialogue dans cette affaire cruciale. Je suis satisfait des résolutions qui ont été prises à cette réunion. J'espère qu'elles vont être implémentées pour que nous ayons enfin la paix. Tout le monde est fatigué, beaucoup de sang a coulé en Ndo. Nous voulons continuer à vivre en paix. Présents à cette assise, les hommes de Dieu ont salué l'initiative et appelé à la mise en œuvre des résolutions. Dieu merci que cette réunion ait eu lieu pour la première fois en Ndo. Ma prière est que tout ce qui a été dit soit implémenté afin que les tueries et d'autres activités malsaines qui se passent dans cet arrondissement et qui ont causé des troubles et des frustrations parmi les populations cessent. En espérant que la mise en application des résolutions et recommandations se fasse pour un retour à la vie normale et au développement harmonieux entre les communautés, cette rencontre aura tout de même marqué un pas important vers la réconciliation et la fin des tensions dans l'arrondissement de Ndo. Nous vous le disions en titre, le scandale du scanning au port autonome de Douala met en lumière de profondes divergences au sommet de l'État entre l'annonce de la résiliation du contrat de SGS, la mise en garde du ministre des Finances, les très hautes instructions du chef de l'État et l'arbitrage final du Premier ministre. Le dossier révèle une véritable cacophonie institutionnelle. Chronologie des événements dans ce reportage de Dallas Chana et Gladys Sidier Bambadjan. Le janvier 2026, la direction du port autonome de Douala a annoncé la fin de sa collaboration avec la Société Générale de Surveillance SGS, mettant un terme à un contrat signé en 2015 et devenu hautement controversé. Face à cette décision, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est monté au créneau. Par voie de correspondance, il a rappelé au directeur du PAD que le contrat n'était pas encore arrivé à échéance et qu'il ne pouvait être interrompu unilatéralement, évoquant des précédents de résiliation prématurée qui avaient coûté d'importantes pertes financières au Cameroun. Selon lui, SGS devait poursuivre ses opérations de scanning. La tension a conduit à une réunion de concertation avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a annoncé que le chef de l'État avait validé le transfert des opérations à la Société transatlantique, conformément à l'annonce initiale du PAD. Le ministre des Finances a réitéré sa position en direct de la télévision, soulignant que toute interruption du contrat avec SGS engendrerait d'énormes pertes financières pour le pays. Pourtant, une correspondance du chef d'état-major de la présidence de la République adressée au ministre des Transports plus tard confirmait que le chef de l'État avait donné son oui pour que SGS quitte le PAD au profit de Transatlantique, illustrant une cacophonie au sommet de l'État. Et ce feuilleton a pris un nouveau tournant le 29 janvier 2026 lors d'une réunion à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a en effet instruit le PAD de maintenir le contrat avec SGS, rappelant que cet accord signé par le gouvernement ne relevait pas de la compétence du port pour être résilié unilatéralement. Et le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibéé, a précisé que le contrat signé en 2015 pour 10 ans ne courait réellement qu'à partir de 2022, date de la mise en exploitation du dernier scanner. Par conséquent, le contrat reste valide jusqu'en 2032. Le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, le contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. Et toute résiliation ou intégration d'un nouvel opérateur comme Transatlantique nécessiterait l'aval du gouvernement. Car il a constaté effectivement qu'une rupture qui pourrait être qualifiée d'une rupture abusive de ce contrat-là aurait des effets néfastes pour notre pays et pour l'ensemble de la sous-région. Ces instructions du Premier ministre
contraste totalement avec celle communiquée une semaine plus tôt par la présidence de la République le 22 janvier qui validait le remplacement du SGS par Transatlantique, révélant ainsi une divergence notable au sommet de l'État sur la gestion de ce dossier hautement sensible. Le contrat de la Société Générale de Surveillance est-il arrivé à expiration au port autonome de Douala? Qui a qualité pour reconduire cet opérateur ou faire cesser sa collaboration avec le PAD? Les arguments et contre-arguments se croisent sur ces questions. Entre le Premier ministère qui demande la poursuite de la relation avec la SGS et l'administration portuaire qui dit s'être tournée vers un partenaire plus performant, le conflit s'est rapidement corsé ces derniers jours. Explication de Jires Yopa et Donald Briskamgan. D'abord, le Premier ministère. Cette administration considère que le contrat entre le port autonome de Douala et la Société Générale de Surveillance court jusqu'en 2032. Car, a rappelé le ministre des Transports au thème de la réunion de crise hier à l'immeuble Étoile, c'est en 2022 que le dernier des 4 scanners installés par la SGS a été rendu opérationnel. Le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022. Et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. La primature souligne ainsi la disposition 3.2b des annexes du contrat qui stipule que la relation est de 10 ans, je cite, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner, fin de citation. Sur ce volet, le port autonome de Douala explique que si c'est le 11 avril 2022 que le dernier scanner a été installé, la SGS n'a jamais protesté contre l'indisponibilité du terrain que l'État a été chargé de mettre à disposition. Ce, alors que le contrat prévoyait expressément une telle réserve. À propos de la qualité du port autonome de Douala de mettre terme au contrat avec la SGS, la primature a rappelé que la relation débutée en 2015 a été scellée entre le gouvernement et cet opérateur du scanning des marchandises. Le PAD n'a donc pas compétence pour recruter un autre partenaire comme elle a fait avec Transatlantique. Quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la société transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ses desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre. Au port autonome de Douala, on répond que la décision de contracter avec Transatlantique, qui depuis un mois assure l'inspection des marchandises, a été instruite par le chef de l'État. Enfin, si le ministre des Finances admet que le gouvernement a la liberté de désigner un opérateur de son choix, il ajoute qu'une rupture jugée abusive de contrat peut avoir pour conséquence des pertes financières sous forme de pénalité contre l'État en cas de procédure en justice. Une cacophonie au sein du gouvernement qui se répercute directement sur les opérateurs économiques pénalisés par le blocage des activités de scanning au port autonome de Douala. L'éditorial de Gizogo. Doit-on en pleurer ou en rire? Dans tous les cas, c'est un sentiment indescriptible mêlant à la fois de la peine et de l'incrédulité qui ressort du spectacle qu'offre l'affaire du scanning des marchandises au port autonome de Douala. Le désaccord au sujet de qui devrait assurer le scanning des marchandises au sein de ce port entre la Société Générale de Surveillance SGS et Transatlantique SD étale au grand jour la cacophonie au sein du gouvernement d'une part. Au-delà, d'autre part, cette situation amène à s'interroger sur qui gouverne au Cameroun actuellement, loin de l'affirmation du président Paul Biya lors de son investiture, lequel indiquait que l'ordre régnera. C'est bel et bien de cet ordre dont il est question dans cette affaire. Le directeur général du port autonome de Douala a pris l'initiative, à l'échéance du contrat de la SGS, d'introduire un nouvel opérateur de scanning, Transatlantique SD. Le ministre des Finances s'y est opposé, expliquant qu'il ne revenait pas au port autonome de se substituer au gouvernement pour la signature de ce contrat. Sollicité, l'arbitrage du palais n'a rien donné, fragilisant encore plus les hautes instructions, dont la nouvelle approche, celle de l'intervention du chef de l'état-major particulier du président de la République. Aux dernières nouvelles, c'est le Premier ministre qui tient la dragée haute aux gens du palais dans cette affaire,
en s'alignant sur la position des ministres des Transports et des Finances, à savoir que c'est la Société Générale SGS qui est habilitée à mener les opérations de scanning au port autonome de Douala. Pendant ce temps, le port est bloqué, les opérateurs économiques se voyant pénalisés dans leurs activités. Et si les équipements de la SGS ont été finalement démontés mani militari, c'est la preuve de l'argument de la force et non de la force de l'argument. Il faut pourtant en faire le triste constat, il n'y a pas plus dévastatrice qu'une guerre fratricide, à l'instar de celle qui accourt actuellement entre les acteurs du pouvoir camerounais. Également dans l'actualité, les éléments du 11e contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique sont rentrés au Cameroun. Lors d'une cérémonie, le ministre de la Défense leur a remis leur étendard. Compte rendu de Joël Essengue et Gizogo. D'abord, une minute de silence en hommage aux morts. Puis la présentation d'un bilan jugé satisfaisant. Vous avez assuré avec efficacité la sécurisation des zones placées sous votre responsabilité, mené des actions civilo-militaires à fort impact social et fait la démonstration, en toutes circonstances, de la rigueur disciplinaire propre aux forces de défense et de sécurité camerounaises. Ensuite, les éloges pour un comportement apprécié dans l'ensemble. En un mot, vous avez porté haut les couleurs de la République, consolidant ainsi l'image d'un Cameroun crédible, responsable et solidaire des pays frères en difficulté. Le retour du 11e contingent du Cameroun au sein de la MINUSCA a fait voir tous les bons points engrangés par ce contingent lors d'une cérémonie de prise d'armes dans la cour d'honneur du quartier général, consacrée à la restitution de son étendard. En particulier, des félicitations ont été adressées à d'aucuns qui se sont illustrés positivement. Je salue tout particulièrement le chef d'escadron Mbeti Armand et son état-major pour la remarquable conduite de la FPU-1 à Bois, pôle stratégique majeur pour l'intérieur du pays en RCA. Pour autant, les couacs n'ont pas manqué, appelant des sanctions de la hiérarchie. Sur la base des rapports d'enquête reçus, des mesures disciplinaires et administratives ont été énergiquement engagées pour que les auteurs, heureusement isolés, reçoivent des sanctions à la hauteur de leurs manquements. Malgré les restrictions budgétaires des Nations Unies, le 13e contingent du Cameroun au sein de la MINUSCA est en cours de constitution. Recrutement dans la gendarmerie nationale. Près de 4000 candidats, élèves sous-officiers et gendarmes sont en liste dans la région de l'Est. Ils ont récemment passé les visites médicales sommaires et les épreuves sportives sous le regard attentif du commandant de la Légion de gendarmerie de l'Est. Le reportage de Benjamin Sam à Bertois. Ils sont au total 600 candidats, élèves sous-officiers et 3200 élèves gendarmes qui frappent aux portes de la gendarmerie dans la région de l'Est. En rang ou assis sous des arbres, ils attendent l'appel pour les visites médicales sommaires. Les candidats sont accueillis au sein de la Légion où ils sont identifiés et nous recueillons tout renseignement afférent à leur filiation, à savoir les personnes à contacter en cadet et leur cursus académique. Garçons et filles déterminés ne tarderont pas à rencontrer les médecins commis à cette délicate tâche. Il faudrait être à l'abri de certaines pathologies pour être admis à poursuivre le processus de recrutement. Nous regardons plus particulièrement au niveau du plan médical. C'est ces patients qui présentent certaines maladies chirurgicales qui ne sont pas compatibles avec le métier des armes. Tel que vous avez fait le tour sur différents ateliers, il y a également tous ces paramètres que nous prenons en compte. Les patients qui présentent des TA assez élevés, nous ne les retenons pas. Au niveau des pathologies bucco-dentaires, les patients qui ont un certain nombre de dents manquantes, nous ne les prenons pas également. Ceux qui ne voient pas bien, ceux qui n'entendent pas bien, également, nous ne les prenons pas.
Les différents ateliers de recrutement sont sillonnés par le commandant de Légion qui s'assure du bon déroulement des opérations. Seuls les candidats jugés aptes aux visites médicales sommaires obtiennent le ticket pour les épreuves sportives, notamment le lancer de poids, la course de vitesse 80 et 100 mètres, puis la résistance 800 et 1500 mètres. Nous sommes bien encadrés, nos différents encadreurs veillent à ce que tout se passe bien. Nous sommes passés à la phase des visites médicales. Je me sens à l'aise et pour un début, je sens que ça va aller. Depuis que ça a commencé, on nous accueille bien, on nous reçoit bien et c'est bien, tout se déroule bien. Nous transmettons tous les dossiers à Yaoundé et la liste des candidats retenus pour les épreuves écrites va nous parvenir et nous allons publier. Ces candidats, élèves, gendarmes et sous-officiers devront donc encore attendre pour la suite du processus de recrutement dans la gendarmerie nationale. Et en économie, les petits producteurs de cacao demandent plus de considération et un prix à la hauteur des sacrifices. Ils se sont exprimés à Yaoundé lors d'une concertation nationale portant sur les enjeux de l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la déforestation. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Le kilogramme de cacao connaît la baisse la plus frappante de ces 2 dernières années. Entre 1500 et 2000 pour les plus chanceux. C'est dans ce contexte que le règlement de l'Union européenne sur la déforestation prend corps et mobilise tous les acteurs, y compris les petits producteurs. Sur la question du prix du cacao, lorsque on respecte le règlement et qu'on ne parvient pas à obtenir un prix favorable au niveau des producteurs, c'est un problème. Je voudrais également parler de la géolocalisation qui n'est pas la chose facile pour le producteur. Nous voudrons obtenir nos propres données et nous voulons être accompagnés par l'État qui nous donne les moyens pour géolocaliser nos parcelles et avoir les données dans les coopératives et dans nos organisations. Le sort des petits producteurs, mais aussi des femmes et des populations autochtones, est au cœur des préoccupations. Parce qu'on dit qu'il y a 600 000 petits producteurs de cacao au Cameroun et la production de cacao dans notre pays repose sur les petits producteurs. On n'a pas vraiment de grandes sociétés qui produisent du cacao. La femme joue un très grand rôle pour l'implémentation de la cacaoculture dans nos communautés, ainsi que les peuples autochtones. C'est des producteurs qui en réalité peuvent apporter beaucoup dans ce règlement qui en réalité est lui-même un appel à un minimum d'organisation, mais surtout un maximum de moyens pour être mis en œuvre. Venus des coins et recoins des principaux bassins de production du cacao, les producteurs dressent une chapelle de doléances, allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Un regard a été lancé aux institutions bancaires afin qu'elles, à leur tour, puissent accorder des crédits substantiels à ces organisations, voir comment accompagner même les coopératives, que ce soit les coopératives d'épargne et de crédit ou alors les coopératives de producteurs, parce qu'en fait, chaque coopérative a un compte dans une banque classique. Et celle-ci devrait avoir des fonds substantiels pour pouvoir accompagner non seulement les peuples autochtones, non seulement les femmes, mais tous les autres petits producteurs. Et il faut pouvoir faire entendre leur voix. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis 2 ans pour nous assurer que la mise en œuvre du règlement au Cameroun soit totalement inclusive, qu'il n'y ait aucun acteur, aucun petit producteur, aucun acteur laissé sur le côté du chemin. Prévu pour décembre 2024, l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la déforestation vient de connaître un deuxième glissement de date, ce qui donne suffisamment du temps aux différents acteurs pour se mettre à la page. Des publi-reportages dans ce journal. La caravane MTN 237 Joy poursuit sa tournée et embrasse Ngaoundéré. Au centre commercial Carrefour 140, cris de joie et scènes d'émotion, des dizaines de gagnants, une pluie de l'eau et un moment fort, la remise des clés d'un bus flambant neuf à un client. Reportage. La caravane 237 Superjoy continue de faire vibrer le Cameroun. Et cette semaine encore, la joie a changé de visage. Des sourires, des cris de bonheur, des gagnants par dizaines. MTN Cameroun frappe fort. Cap cette fois sur Ngaoundéré, au cœur de la ville, au centre commercial lieu-dit Carrefour 140. Les populations ont vécu un moment inoubliable. Fidèles clients, simples curieux, familles entières, tous ont été témoins d'une pluie de surprises. Signé le géant jaune de la téléphonie mobile au Cameroun. Moment d'émotion intense, la remise officielle des clés d'un bus flambant neuf à l'un des grands gagnants de la promotion. Enseigne, tu arraches la clé. D'accord? Tu arraches
Oui, oui. Tu fais aussi comme nous. 1, 2, 3, 4, 5. Un rêve devenu réalité, une joie immense. Un client ému et reconnaissant qui dévoile déjà ses nouveaux projets grâce à ce lot premium. Je voulais dire à tous les abonnés et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de MTN d'utiliser le réseau MTN. C'est un réseau fiable, c'est un réseau qui est sûr, c'est un réseau qui permet, par exemple, un gagnant comme moi, par exemple, aujourd'hui, de sortir quelqu'un de rien à quelqu'un. Avec ce bus, je compte mettre le bus en location ou bien mettre dans une agence de voyage pour pouvoir me rapporter, n'est-ce pas, un salaire mensuel pour me permettre de réaliser mes projets dans ma vie en fait. Mais la fête ne s'arrête pas là. Le 22 janvier 2026, de nombreux autres lots étaient en jeu pour faire monter l'adrénaline en Ngaoundéré. Parmi eux, la connexion à vie remportée par 3 heureux gagnants, dont Rebecca Assimi. Encore sous le choc, elle promet d'en faire un usage responsable. Je ne le crois pas toujours. J'étais tranquillement à la maison, je faisais la lessive et j'ai vu le numéro de monsieur Thierry m'appeler. Il m'a dit, mademoiselle, vous avez gagné la connexion de 25 ans en Ngaoundéré. Je compte faire quelque chose qui va m'aider moi et ma famille. La mobilisation exceptionnelle des clients ravit les responsables de MTN Ngaoundéré qui rappellent que de nombreux lots restent encore à gagner. Déjà, je suis très fier du public de Ngaoundéré. Ils ont adhéré déjà à la célébration, ils sont venus nombreux. Je veux dire déjà que la promotion n'est pas finie. Elle continue jusqu'au 18 février. Nous avons encore des bus, nous avons encore des camions, des maisons, des terrains et plein d'autres lots. Envie de tenter votre chance? Rien de plus simple. Juste souscrire à son forfait au étoile 237 GS ou alors faire une opération mobile money d'au moins 5237 francs. Et maintenant, vous pouvez être éligible pour gagner les super lots. MTN 237 Super Joy, ce ne sont pas seulement des cadeaux, ce sont aussi des moments de partage, de danse, d'animation et de fêtes hautes en couleurs. MTN Cameroun, la joie se partage et la connexion nous rassemble. MTN, everywhere you go. La deuxième édition du Pachi Panda Challenge s'est achevée à Yaoundé. Organisé par MTN Cameroun et le Fonds mondial pour la nature, ce concours a mis en compétition plus de 400 jeunes et visait à obtenir les meilleures solutions technologiques aux problèmes de la planète. Voyons tout cela dans ce reportage. La deuxième édition du Cameroun Pachi Panda Challenge, une compétition organisée par le leader du développement technologique au Cameroun et le Fonds mondial pour la nature, à ses vainqueurs, de talentueux jeunes innovateurs qui proposent des solutions technologiques à certaines crises que connaît la planète. Le projet qui a eu le meilleur prix Entron, il fait dans le recyclage des déchets plastiques au service de l'ingénierie. Le choix de ces vainqueurs du Pachi Panda Challenge 2026 a obéi à plusieurs critères. Est-ce que le projet est pertinent? Est-ce qu'il apporte une réponse à un problème réel posé? Il y a également les questions liées à l'impact. Est-ce que le projet a un fort impact sur l'environnement? Bien évidemment, il ne faut pas oublier de côté, il ne faut pas laisser de côté les questions liées au business plan et puis la scalabilité. Donc, ces jeunes innovateurs, grâce à MTN et au Fonds mondial pour la nature, bénéficieront d'un nombre incalculable d'avantages. Cette année, nous avons eu jusqu'à 427 candidatures. Et des 427 candidatures, nous avons pu extraire 10 finalistes. Ce sont ces 10 finalistes qui se sont distingués aujourd'hui. Le premier emporte 3 millions, le deuxième 2 millions, le troisième 1,5 million. Les 10 finalistes vont tous participer à des formations encore plus prolongées pour continuer de travailler à maturer leur projet, à les rendre plus compétitifs. L'aventure de ces jeunes ne s'arrête pas là. La seconde partie du Pachi Panda Challenge, compétition à portée internationale, devra débuter dans les prochaines semaines. Les 3 premiers vont aller compétir en Afrique du Sud. Et ils vont en compétition en Afrique du Sud contre l'Afrique du Sud, contre le Nigeria, contre l'Ouganda et contre la Zambie. Et il y a ceci de particulier avec nos candidats que nous arrivons en champion en titre parce que nous avons remporté cette compétition l'année dernière. Pour le Fonds mondial pour la nature, partie prenante de cette compétition, ce concours participe à rétablir l'harmonie sur Terre. Nous tenons à remercier MTN pour ce partenariat avec nous dans le cadre de ce Pachi Panda Challenge.
c'est un challenge qui s'aligne avec notre mission. La mission du WWF est de créer un environnement où l'homme vit en harmonie avec la nature. Et on l'a vu à travers les différents projets qui ont été présentés aujourd'hui, que ces idées vont concourir davantage à améliorer cette vie que nous partageons, cette harmonie que nous promouvons entre l'homme et la nature. C'est en 2025 que s'est tenue la première édition du Pachiponda Challenge au Cameroun, un nouveau moyen pour MTN de donner un coup de pouce au développement technologique. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un thème à ce 20h. Merci de votre fidélité sur Equinox Télévision. Nous vous laissons en compagnie de Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Excellente soirée. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Jean-Marie Aymon Banini, Jean-Claude Youth, Jean-Lin Tessonga, ça va arriver, voilà, merci. Tessonga. Ça arrive, Tessonga. Et bien évidemment, Gabriel Gomsi, cette lecture de est-ce que je vous pose la même question? Ça donne l'impression qu'il n'y a personne pour siffler la fin de la récréation en ce moment-ci, avec ce que nous voyons. Oui, ce que nous voyons est suffisamment révélateur d'un système qui est arrivé au bout de souffle, où en réalité il n'y a plus de chef, ou alors que le chef utilise ses lieutenants. Le chef est le maître de tout ce système qui est mal organisé. Parce que quand on regarde ce spectacle-là, c'est très compliqué et c'est vraiment, les Camerounais étaient vraiment conscients. Ça devait interpeller le Cameroun et c'est souvent grave pour demander au président de la République de véritablement prendre ses responsabilités. Or, s'il ne peut pas prendre ses responsabilités, qu'il se décharge de la charge que le Conseil constitutionnel lui a attribué. Le peuple camerounais. Par le Conseil constitutionnel. C'est ce que j'ai dit. C'est très embêtant. Nous voyons tous, nous avons un pays qui est au bord du gouffre. Nous avons un pays, mais nous voyons comment des individus qui sont censés porter le pays sont dans des guerres d'intérêts égoïstes. Le problème du Cameroun, nous avons un pays. Le problème du Cameroun n'est pas, ça se voit, n'est pas un pays qui a un problème de richesse. Mais c'est la captation de ces richesses par une minorité, protégée par l'opacité, protégée par la cacophonie, protégée par l'absence de reddition des comptes. On ne peut pas continuer avec un pays comme ça. C'est inadmissible, c'est inconséquent et c'est même malhonnête. C'est même malhonnête. Vraiment que les Camerounais prennent l'urgence de ce qui se vit. On ne peut plus continuer comme ça. Vraiment, monsieur le président de la République, si vous ne pouvez pas prendre la charge que le Conseil constitutionnel vous a donnée, que le peuple camerounais vous a donné, respecter, il est important. Par le Conseil constitutionnel, je le dis encore. Respecter, il est important. Ce peuple-ci qui travaille durement, ce peuple qui ne demande que les possibilités et les moyens pour pouvoir faire du Cameroun un paradis. Ne confisquez pas ce pays-ci, comme ça. Ce pays a besoin de décoller. La jeunesse camerounaise a besoin de se sentir vive. Et non d'être confisquée par une élite prédatrice qui, ma foi, ne vit que pour ses intérêts. Ne vit que pour ses intérêts individuels. Pourtant, il y a une responsabilité qui doit être celle de servir l'État, de servir la nation. On ne peut pas continuer comme ça dans des conditions pareilles. Le SDF veut un État qui protège ses citoyens. Un État qui travaille pour ses citoyens. Mais là, à cette image-là, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir des guerres au sommet de l'État, des guerres qui sont des guerres aux velléités individuelles. Les gens veulent gagner, je ne sais même pas,
Je ne sais même pas quelle est cette tendance à vouloir à tout prix s'enrichir au détriment de l'État. Quelle est cette tendance à tout prix à avoir le contrôle financier des choses au détriment de l'État. Qu'est-ce que l'État gagne dans ça? Vous nous parlez de LGS, vous nous parlez de transatlantique. Quelles sont les motivations qui apportent les uns aux autres à apporter les ruptures de contrat et autres? Mais attendez alors qu'on fasse le bilan. Non, monsieur You, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Le Premier ministre même, soyons sérieux. Le Premier ministre siffle. Après tout ce cette cacophonie, le Premier ministre essaye même de faire une réunion. Il donne une position où on a vu le ministre sortir, expliquer la position du Premier ministre, tout fièrement, et dit que bon, voilà, tout est fini. Mais on se rend compte que malgré cette prise de position du Premier ministre, il y a problème. Il y a problème, alors ça veut dire que ce pays n'est plus gouverné. Il y a problème où? Jean-Claude, justement, ce projet, ce scanning des marchandises, projet présenté comme sécurisation, pourquoi, de votre point de vue, ça divise? Pourquoi ça divise tant? Ça divise. Pourtant, si on travaille tous pour le Cameroun. Oui, nous travaillons tous pour le Cameroun. C'est un problème parfois de timing. C'est pas que les uns les autres ne trouvent pas le bien fondé des positions des uns et des autres. Nous parlons de souveraineté. Nous parlons de sécurisation. Vous parlez de timing, je peux comprendre. Mais lorsqu'on nous a annoncé la position que le contrat court jusqu'en 2032, c'est un problème de timing. Lorsque la direction générale du port autonome vous dit que 10 ans, 2015, 2025, ça fait 10 ans. Donc c'est un problème de timing. Chacun apprécie. Chacun apprécie le timing. Mais ici... C'est ça le problème au Cameroun. Hein? Non, chacun interprète les textes à sa façon. Hein? Non, moi je suis fier de voir ce débat. Parce qu'en réalité, il y a de cela quelques années, on ne pouvait même pas avoir ce type de débat. En ce qui concerne la souveraineté, en ce qui concerne les intérêts du Cameroun, en ce qui concerne... Vous-même vous dites qu'il y a... Mais c'est parce qu'en réalité... Quelques années en arrière, on ne pouvait pas avoir ce type de débat. Ça montre qu'on est en train d'évoluer. Non seulement... on évolue? Oui, nous sommes en train d'évoluer. Non seulement dans le cadre de la démocratie, non seulement nous évoluons dans le cadre de la souveraineté de notre pays, parce que je vous rappelle qu'il existait des pans où on vous disait que ne parlez même pas. Vous n'avez rien, vous n'avez pas droit au chapitre. Aujourd'hui, nous parlons des questions de souveraineté du Cameroun. Le dernier sommet, par exemple, des chefs d'État de la CEMAC. J'étais ici sur ce même plateau. Lorsque j'étais en train de vous dire que, contrairement à ce que les autres... non, ce n'était pas sur ce plateau, c'était sur un autre plateau concurrent. Lorsque je disais que, contrairement à d'autres qui faisaient des analyses d'une prochaine évaluation et tout, moi je voyais plutôt que voici la fin du compte des opérations que les chefs d'État venaient de parachever. Parce que lorsqu'on vous dit qu'il fallait procéder au rapatriement de tous les fonds qui sont hors de la CEMAC, pourtant ces fonds de réserve du compte des opérations étaient domiciliés au Trésor français, vous voyez les questions de souveraineté. Donc on est vraiment fiers que lorsqu'on voit qu'on est en train de mettre sur la place publique un débat en termes de sécurisation, est-ce que c'est nos compatriotes? Est-ce que nous devrions continuer à être attractifs vis-à-vis des investisseurs étrangers? Alors, le gouvernement pose aussi sur la table la question d'attractivité, la question de souveraineté, de sauvegarde, même des investisseurs et tout, de partenariat. C'est des questions aussi importantes parce que au même moment où vous vouliez être souverain, au même moment aussi vous vouliez être attractif parce que nous n'avons pas des moyens à l'infini, mais nous voulons accéder à des technologies, nous voulons accéder à des investissements colossaux importants, donc nous devons rester attractifs. La question est sur la table, sur la manière dont nous devons continuer à garantir les investisseurs et les investissements et à les protéger, y compris tout en préservant la sécurisation et la souveraineté de notre pays. Donc, le débat est sur la table. On peut donc choisir le pan peut-être de souveraineté. On verra une décision. On pourra prendre le pan, par exemple, d'attractivité de notre économie à travers les investisseurs qui ont besoin de ces garanties. On sera également sur un autre aspect. Merci, Jean-Claude. Jean-Lin, est-ce que avec l'allure où vont les choses actuellement, est-ce qu'on peut encore parler d'espoir, espérance avec un gouvernement qui, visiblement, est en train de se contredire?
qui rentre dans la contradiction au fil des jours. Moi, ce que je lis de la rhétorique que vient de nous servir M. Mout, c'est que, en fait, Monsieur Yout, désolé, excusez pour les gratignures. Monsieur Yout, c'est que, en fait, il veut nous expliquer l'inexplicable. En fait, c'est parler pour ne pas nous faire comprendre par exemple, voilà. Moi, ce que je voulais montrer tout simplement, c'est qu'il nous donne des éléments d'explication qui ne figurent pas sur les différentes lettres qui ont été convoquées. En quoi est-ce que Transatlantique Day menace la souveraineté de notre État? En quoi est-ce que LGS... Il est déjà présent à Kribi. Hein? Oui, mais parce qu'on dit que peut-être qu'il y aura un choix de la souveraineté menacée et qu'elle est restaurée à travers la décision de qui, de quoi. Ce n'est pas un débat de souveraineté. Ce n'est absolument pas un débat de souveraineté. Vous voulez nous perdre en digression. Il se passe simplement que des groupes s'affrontent pour le monopole de certaines rentes. Parce que lorsque vous interrogez le fonctionnement de notre République post-coloniale, il obéit à l'approche rentière de ces nations-là, qui ne vivent que de certaines ressources naturelles et puis donnent un subside à l'ex-métropole et le peu qu'on peut en tirer, on essaye de faire vivre la fermage. La ferme, si vous voulez bien. Et ces rentiers, ces personnes qui ont en charge cette grande ferme, ou bien les intendants, les contremaîtres, si vous voulez bien, avec l'approche du système politique que nous avons, où ce sont des régents qui ont une parcelle du pouvoir qui leur a été conférée par l'empereur, ils travaillent à s'affronter lorsqu'ils se rendent compte que l'empereur est de plus en plus faible. Il faut rester fort quand l'empire semble vaciller, ou bien quand la force de celui qui tient les rênes semble s'abaisser. Il faut continuer à exister dans cet environnement-là. Et il y a des affrontements. Le pouvoir suscite des appétits. Et les uns et les autres sont en train simplement de se préparer à se réincarner, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de l'espoir? L'espoir en cette administration qui est décadente, qui est déclinante, et dont les signes manifestes de sa décadence et de son déclin sont aujourd'hui visibles, on ne peut plus avoir espoir en cette administration. Parce que c'est véritablement un mandat de trop. Il est clair qu'il faut passer à autre chose. Et c'est le message que les Camerounais, dans leur immense majorité, ont fait passer à l'administration du renouveau. Moi, ma plus grande déception, peut-être le Premier ministre a osé peut-être pour une énième fois, prendre ses responsabilités. Et vous allez comprendre le conflit que nous avons dans la zone anglophone. Si on vous dit maintenant que la parole de ces personnes qui se sont associées avec nous ne compte pas, parce que leurs représentants, nous avons choisi le modèle du développement autocentré. Je ne sais pas trop, ce n'est plus très adapté. De toutes les façons, avec les élites, c'est vraiment obsolète lorsqu'on veut développer une nation, parler de transfert de technologie, de nous approprier X et Y et d'être compétitif sur la scène internationale. Sachez que ce management, vraiment, il n'existe pas sur la scène internationale. On ne peut pas prospérer avec ça. Mais qu'à cela ne tienne, on a choisi ce modèle. Peut-être on peut le tropicaliser et puis trouver une formule qui va peut-être inspirer les autres nations. Quand les ressortissants de ces régions-là vont dire que leur porte-flambeau, leur porte-parole, même au cœur de l'État, n'ont plus de valeur. L'homme, c'est sa parole. Et même les personnes qui incarnent nos institutions ont une parole qui doit être valorisée. Lorsque vous jetez complètement, vous vouez complètement gémonier la parole d'un Premier ministre, vous la méprisez de façon aussi caractérielle. Vous vous attendez à quoi? Parce que le Premier ministre représente aussi une part non négligeable de notre territoire, qui aujourd'hui vit une crise sévère. Ce qui, moi, me désole davantage, c'est le mutisme de l'Assemblée nationale, du Parlement. C'est le mutisme de notre justice. Et heureusement qu'il y a des échéances qui se profilent à l'horizon, les municipales et législatives. Parce que sur la question des déchets, la loi de 2012 qui a été signée sur Yang Philemon, elle est claire en son article 4. La collecte, le tri des déchets, cela relève des collectivités territoriales décentralisées. D'où vient-il que des ministres s'échappent et que certaines personnes soient... Il faut transférer l'argent. Transférer les compétences. Ce qu'on craint, ce n'est pas davantage le transfert des compétences, vous l'avez dit. C'est le transfert des ressources financières. Okay. C'est la bataille autour. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose. Il faudrait que petit à petit, le peuple camerounais reprenne son destin en main. Merci. Ces municipales et ces législatives là sont une opportunité, une fois de plus encore, de faire passer le message. Donc ne vous découragez absolument pas, chers concitoyens, chers véritables actionnaires du Cameroun, parce que les vrais actionnaires de ce pays, ce sont les citoyens de ce pays. Prenez vos responsabilités, continuez à aller aux urnes, parce que les vrais républicains, c'est vous. Ok.
Et Gabriel Komsi, on sort de l'émission. Hein, pour vous, ce problème de scanning des marchandises au niveau du port autonome de Douala, c'est quoi? C'est un problème de gouvernance ou bien un problème de transparence? Tout court. Non. Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de transparence. Les deux on peut exclure. On ne peut pas les dissocier. On peut pas les dissocier. C'est clair, ça se voit de manière claire qu'on l'a dit ici. Il est inadmissible qu'un chef de gouvernement prenne une décision et la décision est clairement, on la voit balader. Ça montre qu'en réalité, il y a un problème de gouvernance dans ce pays. Il y a un problème de gouvernance dans ce pays et il faut bien qu'on se situe exactement pourquoi est-ce qu'il y a un problème de gouvernance? Parce qu'on l'a dit, aujourd'hui nous sommes avec un pouvoir qui est presque en fin de règne, qui essaie de forcer pour exister malgré la perte de légitimité. Malgré la perte de légitimité, ils veulent se donner une légitimité qu'ils n'ont pas et ça crée tout ce cafouillage-là. Vous avez des gens qui veulent contrôler l'État parce qu'en réalité, je ne vois pas pourquoi est-ce que les positions d'un chef de gouvernement vont être contestées. Aussi flagrant, au vu et au su de tout le monde. C'est le problème. Même si en interne, le gouvernement pouvait... Il a pris des positions, ça ne s'applique pas. Qui a contesté? Monsieur Claude Huot, nous avons vu au port autonome de Douala aujourd'hui. On vous dit, le chef du gouvernement a demandé que la SGS reste, mais on a vu comment elle s'est fait. J'étais au port, j'ai vu les images. J'ai vu. Qu'est-ce que vous avez Donc il faut éviter. Qu'est-ce que vous avez Il faut vu, éviter de venir dire des choses qui ne sont pas correctes au Cameroun. Oui, monsieur Gabriel Gomsi, qu'est-ce que vous avez vu? Non, je vous en prie. Il est important, et comme on l'a dit, que les Camerounais comprennent qu'il n'y a plus rien à attendre. Parce que regardez à quoi le spectacle qu'on vit et regardez les problèmes que les Camerounais ont au quotidien. On a l'impression que nos chefs n'ont pas la force de pouvoir résoudre les problèmes du Cameroun. Or, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut bien que les Camerounais prennent leurs responsabilités. S'il y a absence de l'État, le peuple est souverain. Mais ici, on voit même plutôt qu'il y a suffisamment de l'État, puisque c'est cet État qui... Un État dans la cacophonie n'existe pas. Comment vous dites absence alors? Un État dans la cacophonie n'existe pas. C'est l'un des symptômes du déclin, le désordre. C'est un État perdu. C'est un État où il n'y a plus de chef. Et il est important que le souverain, qui est le peuple, prenne ses responsabilités. Et justement, je vais passer le même message pour les élections qui arrivent, que le peuple camerounais reste constant dans le message qu'il a commencé à passer il y a quelques mois, qui reste constant dans ce message-là, et sa volonté va se manifester. Effectivement, s'il reste constant, nous serons vainqueurs de 53,66%. Ça t'engage. Ok, Jean-Marie Aimon Banini, on sort d'émission. Qu'est-ce qu'on risque, notamment, si rien n'est fait? Qu'est-ce qui pourrait se passer, selon vous? Je crois que ce qui pourrait se passer a commencé par se passer déjà. Quoi? Et vous avez annoncé le septennat des grandes espérances. Et on a le triste constat de remarquer que nous sommes... C'est quoi, c'est trop tôt, là? Nous sommes dans le septennat des grandes luttes. Les luttes ont commencé depuis. Et ce qui va se passer, pour répondre à votre question, c'est qu'on n'aura pas de gouvernement. On n'aura pas de gouvernement? On n'aura pas de gouvernement. Mais le président a dit dans les prochains jours. Sauf que nous sommes déjà à 3 mois de la parole présidentielle. Depuis la prestation de serment. On veut dire que nous sommes à 3 mois, à presque 3 mois de la prestation. Et ne vous avez pas promis un gouvernement le président a dit le 31 décembre. Demain, ça va faire un mois. Le président a dit le 31, je n'ai pas fini, je suis dans la poursuite de mon argumentaire. Le président a dit le 31 décembre que dans les prochains jours, il va nommer un nouveau. Ça va faire un mois demain. Oui, ça va faire un mois demain. Mais sauf qu'il n'y aura pas de gouvernement. Pourquoi? Il n'y aura pas de gouvernement précisément par rapport aux querelles qui existent. Comment vous allez faire pour dire à 30, 25, 20 ministres qui sont sortis du gouvernement? Si ces mêmes ministres-là, ça veut dire que vous avez un premier ministre à qui on a voulu faire croire qu'il y a une réunion qui a été convoquée à la présidence sous haute instruction du président de la République. Et que voilà les résolutions qui en sont sorties. Le premier ministre a convoqué le lendemain une réunion à la primature avec les ministres de son gouvernement.
Et il a donné une position contraire à la position qui est cassait sortie la décision de la présidente de la République. République. Cette cacophonie-là, comment vous allez faire comment le président en fonction va faire pour nommer un gouvernement et faire accepter à ceux qui seront sortis de ce gouvernement que ce nouveau gouvernement émane véritablement de lui? Il sera très difficile. Voilà pourquoi nous disons que ce mandat-ci était un mandat de trop fois deux. Il ne fallait... Le président de la République ne tient plus les leviers. Le président de la... S'il y avait un véritable capitaine dans ce bateau, ce qui se passe ne se passerait jamais. C'est parce que ses collaborateurs savent que le président ne tient plus les manettes, le président ne peut plus suivre les dossiers de part et d'autre, que chacun se lance dans la bataille pour pouvoir se positionner. En dehors de se positionner, ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Le Cameroun ne souffre pas de problème de souveraineté. Même les ministres ne l'ont pas dit. Je vous rappelle que quand on fait venir LGS au Cameroun, il n'a pas motivé cette décision sur des questions de souveraineté. Vole de l'argent, que les douaniers s'enrichissent à une vitesse exponentielle. C'était pour la transparence. On fait la LGS pour pouvoir améliorer la qualité la maîtrise de nos flux financiers. Sauf que quand la LGS arrive, la LGS entre en rapport incestueux avec la douane. Maintenant, vous dites que la LGS est dépassée. Au lieu de transférer les compétences là à la douane, vous partez chercher transatlantique. En donnant l'impression que c'est un problème de souveraineté. Non. Quand on a un problème de souveraineté, on donne les compétences aux nationaux. Pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais qui ont la compétence de gérer ça? C'est les Camerounais qui travaillent là-bas à LGS, non? Pourquoi vous ne leur dites pas, on a l'argent pour acheter les Prado, mais on n'a pas l'argent pour acheter les scanners? Donc ils nous dépassent, nous, au Cameroun. Quand on va chercher 1600 milliards dehors, on ne peut pas aller chercher cet argent pour payer les scanners, pour donner aux Camerounais de gérer. Le problème se pose à quel niveau? C'est un problème de volonté et c'est un problème de gouvernance. Lorsque la direction est mal prise, on ne peut pas s'attendre à arriver sur une ligne droite. On va aller dans un virage, on ne va pas voir le devant. Sauf qu'aujourd'hui, le parti qui est le vôtre a mis le Cameroun dans une position compliquée. Vous avez tout fait pour que le président reste au pouvoir. Gouverner, vous n'arrivez pas. Entendez-vous, vous n'arrivez pas. Un ministre dit quelque chose le matin, l'autre vient dire quelque chose le soir. Le premier ministre sort ici, fait la fin de la récréation. 2 heures de temps après, sinon 4 heures après, on voit encore des gens se remuer. On dit non, ce n'est pas terminé. Ça va se terminer quand? Vous voulez que le président parle? Ok, les Camerounais attendent donc que le président parle. Le prochain discours du président, c'est le 10 février. J'espère, je l'ai dit ici. À la jeunesse. À la jeunesse. Il s'adressera une fois de plus à la jeunesse. Je l'ai dit ici la dernière fois. Je souhaitais que le président en fonction fasse son discours le 10 février avec un nouveau gouvernement. Mais je le dis ce soir, je n'attends aucun gouvernement parce que je sais qu'il n'arrivera pas. Ces gens qui sont là vont continuer à être là jusqu'à ce que ce mandat arrive à expiration. Parce que personne n'acceptera partir de ce gouvernement dans les conditions actuelles. Si on nomme un nouveau gouvernement et qu'il y a 25 ministres qui sont sortis de ce gouvernement, il y aura d'ailleurs vous ne connaissez pas la direction que ces 25 ministres vont prendre. Donc ne prenez pas ce risque. Sur l'origine du décret. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Merci, Serge Alain. Merci à vous, Gabriel Ngomsi. Merci, Jean-Marie. Merci à vous, Jean-Claude Diout. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit prochain rendez-vous lundi, 19h.